pour une augmentation d'1 heure de l'heure du petit déjeuner, nous avons une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire de 6%. Si on s'intéresse au dîner, plus on retarde l'heure du dîner d'1 heure, plus le risque de maladie cérébrovasculaire va augmenter de 8%. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit. Si vous êtes à table, et justement, on va en parler des repas et des horaires de repas avec mon invité aujourd'hui, le docteur Bernard Srour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes pharmacien de formation, docteur en santé publique et épidémiologiste. Vous êtes le coordinateur de NACRE, Réseau National Alimentation Cancer Recherche. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'une récente enquête qui s'intéresse un petit peu à nos rythmes biologiques et à la chrononutrition. Et l'horaire de nos repas aurait un impact sur notre santé. Oui, alors c'est ça, nous sommes intéressés à l'impact potentiel que l'heure des repas pourrait avoir sur notre santé. Jusque-là, la plupart des preuves scientifiques qui existent concernent surtout le contenu de l'assiette. Donc on sait déjà pas mal de choses sur ce qu'il faut manger pour protéger notre cœur et pour rester en bonne santé, mais on en sait moins sur l'heure à laquelle il faudrait manger et est-ce que, en gros, on pourrait réduire notre risque d'avoir des maladies chroniques si on s'intéresse à l'heure à laquelle on mange. Finalement, est-ce qu'il faut manger tous les jours à la même heure ? Alors, nous en sommes loin encore de répondre à cette question, mais les résultats récents que nous avons publiés, en tout cas, montrent que plus l'heure à laquelle on petit déjeune et on dîne est précoce, donc plus on mange de bonne heure, peut-être que mieux ce serait pour notre santé. Non, c'est ça qu'il faut dire. Vous êtes intéressé alors, surtout au dîner et au petit déjeuner. Un petit déjeuner tôt, c'est quelle heure ? Alors, un petit déjeuner tôt, en tout cas dans ce que nous avons trouvé dans nos résultats, c'est plus le petit déjeuner arrive tôt, plus la protection des maladies cardiovasculaires est importante. Donc, un petit déjeuner aux alentours de 7h, 7h30. En tout cas, c'est mieux qu'un petit déjeuner aux alentours de 8h, 8h30. Et encore mieux qu'un petit déjeuner aux alentours de 9h, 9h30. Donc, plus c'est tôt. Plus c'est tôt, mieux c'est. Voilà. Alors, le corps humain fonctionne sur un rythme qui est circadien. Est-ce que la lumière du jour a une importance sur l'heure à laquelle on doit manger ou pas du tout ? Parce que si on prend un petit déjeuner à 6h du matin, c'est pas la même chose que si on prend un petit déjeuner en ce moment à 7h du matin. Au niveau de la lumière. Oui. Ouais. Alors, bien évidemment, nous, êtres humains, nous avons ce qui s'appelle des horloges biologiques. Donc, nous avons un système qui nous permet justement de rester un peu synchronisés. Nous avons un rythme interne de un peu plus de 24 heures, donc 25 heures. Donc, même si nous ne sommes pas exposés à la lumière naturelle, notre corps, on va dire, reboot ou reset toutes les 24-25 heures. Maintenant, comme on n'est pas complètement isolé, on est exposé à plein de facteurs. Il y a des facteurs environnementaux qui permettent aussi de réguler ces horloges biologiques que nous avons. Donc bien évidemment, on pense à la lumière. Donc la lumière va, à travers des récepteurs au niveau des yeux, réguler ces horloges. Mais il y a aussi, on a des horloges au niveau de nos organes, en particulier au niveau hépatique, au niveau du foie. Et l'alimentation va aussi donner un peu d'ordre à ces horloges, en particulier à celles au niveau du foie. Donc l'alimentation joue aussi un rôle pour resynchroniser, pour un peu donner un rythme particulier à nos horloges biologiques, et ce qui pourrait donc engendrer une perturbation dans nos hormones, dans la manière dont on digère ce que nous sommes en train de consommer. Donc oui, bien évidemment, il y a des interactions entre ce qu'on est, entre nos horloges, mais aussi ce à quoi on est exposé, que ce soit de la lumière, l'activité physique ou ici en l'occurrence l'alimentation. Moi je me suis posé la question de savoir, en fait, est-ce qu'il fallait manger pendant qu'il faisait jour ? Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? Parce que quand vous dites qu'il faut manger dîner tôt, ça veut dire qu'il faut dîner quand il fait encore jour, presque. Oui. Alors, nous n'avions pas des détails assez précis dans notre étude pour permettre de répondre à cette question. Bien évidemment, l'idée dans le futur, c'est d'affiner encore plus. Mais ce qu'on peut dire et ce qu'on peut comprendre des publications scientifiques déjà existantes, c'est que plus on mange dans un rythme, on va dire, qui est compatible avec la lumière naturelle, mais surtout avec notre rythme à nous. Donc, est-ce qu'on est plutôt du matin, est-ce qu'on est plutôt du soir ? Plus ce serait mieux pour la santé. On sait par exemple que le soir, il y a une hormone qui fait que on va commencer à avoir sommeil, s'endormir, etc., qui est sécrétée quand on n'est plus exposé à la lumière, qui s'appelle la mélatonine. Il y aurait des études qui suggèrent que manger en présence d'un pic de mélatonine, donc quand on commence à avoir sommeil, aurait potentiellement des effets un peu néfastes sur la santé. Donc c'est encore des pistes scientifiques à creuser, mais on commence petit à petit à comprendre. Vous, c'est votre truc, hein, les études scientifiques et
pour pouvoir justement prédire quelle sera la santé des gens dans le futur et de repérer des marqueurs. Hein. Ça, c'est un petit peu votre dada. Donc, en gros, quand vous faites ce genre d'études, vous travaillez comment ? Alors, là, pour cette étude et pour beaucoup d'autres études sur lesquelles j'avais travaillé, nous avons utilisé des données d'une cohorte qui s'appelle Nutrinet Santé. Alors, c'est quoi une cohorte ? C'est un ensemble de participants qui sont suivis sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui renseignent des données sur leur alimentation, sur leur sommeil, sur leur tabagisme, sur leur consommation d'alcool, exposition professionnelle, etc. Et après, au fur et à mesure, nous les suivons pour voir quelles maladies ces personnes-là vont développer et est-ce qu'il y a des liens entre les facteurs auxquelles ces personnes sont exposées et les maladies qu'elles développent. Donc, Nutrinet... mais c'est ça qui est intéressant, mais comment vous mettez en avant les liens ? Oui. Alors, Nutrinet, c'est une cohorte qui existe depuis 2009. Donc, depuis 2009, nous avons sur plus de 100 000 participants des informations sur les repas. Donc, 3 fois tous les 6 mois, les participants vont nous dire sur 24 heures tout ce qu'ils ont mangé et bu sur la journée entière. Donc à 8h du matin, j'ai consommé un croissant, à 8h30, j'ai mangé une pomme, à 10h, j'ai bu un café, etc. Donc on va avoir des informations très complètes sur le contenu de l'assiette, mais aussi l'heure à laquelle ces repas ont été consommés. Après, nous, on va mettre ça dans des modèles mathématiques plus ou moins compliqués avec des données de santé que nous avons aussi pour ces participants qui proviennent soit des déclarations, soit aussi de liens que nous avons avec des bases de données de l'assurance maladie par exemple. Et ça va nous permettre, à l'aide de ces modèles mathématiques, de faire des liens entre les facteurs nutritionnels, ici en l'occurrence, et le risque d'avoir des maladies chroniques au cours du suivi de la cohorte. Mmh. Donc, alors ça donne des chiffres très précis. Hein. 9% des participants qui mangent avant telle heure ont tant de chances d'avoir ça. En gros, c'est ça qu'on obtient. Que dit votre enquête alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette enquête ? Dans notre étude, on suggère que pour une augmentation d'1 heure de l'heure du petit déjeuner, nous avons une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire de 6%. Donc plus on retarde la consommation du petit déjeuner d'1 heure, le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire va être augmenté de 6%. Si on s'intéresse au dîner, plus on retarde l'heure du dîner d'1 heure, plus le risque de maladie cérébrovasculaire, donc tout ce qui touche le cerveau, va augmenter de 8%. Ah ouais. L'heure du dîner idéal, c'est plutôt le mieux c'est, j'ai envie de dire, mais en tout cas dans notre étude, si on essaie un peu de faire des groupes de participants, nous avons observé que le groupe qui consommait son dîner avant 20h avait moins de risques par rapport au groupe qui consommait après 21h. Oui. Ça fait partie des idées reçues qu'on a depuis longtemps, que finalement manger tard c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour le sommeil, c'est mauvais pour le poids. Oui, c'est ça. Enfin, moi j'ai toujours le souvenir de mes grands-parents me dire faut manger tôt. Je comprenais jamais pourquoi. Est-ce que eux ils comprenaient pourquoi je pense pas. Mais en tout cas, il y avait pas assez de preuves scientifiques pour pouvoir le dire. Maintenant, il y a plus en plus de preuves qui s'accumulent et on espère qu'un jour, on va pouvoir dire l'heure optimale du repas, du petit déjeuner ou du dîner est temps. Et du coup, ça pourrait rentrer même dans des recommandations nutritionnelles publiques au même titre qu'au moins 5 fruits et légumes par jour, etc. Alors après, quand on suit le cycle circadien, alors c'est vrai qu'il y a des hormones qui sont produites plus ou moins au cours de la journée. C'est ça. C'est pour ça qu'on a on pique du nez à 13h ou 14h, qu'on est super opérationnel le matin. Oui, c'est ça. En fait, il y a cette énergie, on est un peu en état de stress le matin. C'est une hormone qui s'appelle le cortisol qui va un peu nous mettre en marche. Il y a aussi d'autres hormones qui sont sécrétées qui font que la tension artérielle peut être plus élevée à des moments particuliers de la journée. On a toujours entendu dire que notre température corporelle est plus élevée le soir que le matin. Ça aussi, c'est lié un peu à notre cycle circadien. Il y a plein de perturbations qui se passent dans notre corps, dont aussi des perturbations au niveau du microbiote intestinal, donc les bactéries qui sont dans notre intestin et qui jouent un rôle protecteur ou pas sur notre santé. Même la composition de ce microbiote-là peut varier en fonction des moments de la journée. Est-ce que vous êtes intéressé aux jeûnes nocturnes ? Oui, et justement à ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Oui, alors juste pour peut-être définir pour nos auditeurs ce qu'est un jeûne nocturne en l'occurrence, donc c'est tout simplement la différence entre l'heure du dîner et l'heure du petit déjeuner du lendemain. Donc la durée pendant laquelle on ne va pas manger
sur la nuit. Bon, je dis la nuit parce que c'est généralement le cas, mais ça peut être à d'autres moments. Mais en gros, la durée pendant laquelle on arrête de manger. Donc, dans notre étude, nous avons trouvé que plus on allonge cette durée du jeûne nocturne, donc plus la durée entre le dîner et le petit déjeuner est longue, plus on est protégé des maladies du cerveau, des maladies cérébrovasculaires. Donc, pour un allongement d'1 heure de cette durée du jeûne, le risque de maladies cérébrovasculaires diminue de 7%. Donc, manger le plus tôt possible. Oui, alors ça peut paraître contre-intuitif par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que vous allez me dire, oui, mais du coup, comment on allonge la durée du jeûne s'il faut petit déjeuner tôt le matin ? J'étais en train d'y penser en même temps que vous me posez la question. Enfin, je voyais un peu, voilà. Alors, il y a plusieurs moyens d'allonger cette durée du jeûne. Donc, bien évidemment, on peut retarder le petit déjeuner et avoir un dîner tôt, mais aussi, on peut justement essayer de dîner tôt et de petit déjeuner tôt, ce qui va faire que en ayant cette espèce de pattern de manger tôt le matin, mais essayer de finir tôt dans la journée, là, on serait plus protégé. Et nous avons aussi publié d'autres travaux sur le risque de diabète qui ont montré que cette durée du jeûne peut être protectrice, mais elle n'est protectrice que si elle est rompue tôt le matin. Donc, en d'autres termes, en commençant à manger tôt le matin et en finissant tôt dans la journée. C'est dans ce sens-là qu'il faut essayer d'allonger son jeûne en finissant de manger tôt dans la journée. Bien, dis-moi à quelle heure tu manges, je te dirai quel est ton état de santé. On en parle. Oui, enfin, idéalement, ce serait le cas, voilà. C'est réducteur, ma formule. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, en anglais, on dit on est ce qu'on mange. Moi, j'ai envie de savoir si est-ce qu'on est aussi. Je comprends votre anglais là, si vous dites on est ce qu'on mange. Oui, ben, we are what we eat. Est-ce qu'on est aussi when we eat ? Voilà. Il prédit l'espérance de vie en observant nos habitudes comportementales et alimentaires. C'est notre invité Bernard Srour. On parlait de cette enquête qui vient de sortir et qui nous invitait à petit déjeuner tôt et à dîner tôt. Est-ce que sauter le petit déjeuner, c'est une bonne idée ? Avec ce qu'on montre dans nos données, avec ce qu'on suggère sur nos données, visiblement, ce n'est pas une très bonne idée parce que justement, ce qu'on peut voir, c'est que justement pour pouvoir bénéficier d'un potentiel effet protecteur d'un jeûne nocturne, il vaut mieux que ce jeûne soit rompu tôt le matin. Et donc, si on veut un peu allonger cette durée du jeûne, il vaut mieux ne pas sauter le petit déjeuner tôt, et quitte à arrêter tôt dans la journée, plutôt que de sauter le petit déjeuner. Qui c'est qui contrôle notre horloge biologique dans le cerveau ? Il s'agit d'une structure qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui est au niveau de l'hypothalamus, qui va contrôler l'horloge centrale, mais il y a aussi des horloges périphériques qui sont situées au niveau de tous les organes. Et c'est un peu un orchestre, on va dire, avec le chef d'orchestre qui est l'horloge centrale et les horloges périphériques qui sont les musiciens, et ça va être un peu l'harmonie créée entre toutes ces horloges-là qui va faire que on va sortir un coup de mou, on va être complètement en forme, etc. Alors, que disent vos études pour ceux qui ont ce qu'on appelle des horaires décalés ? Alors, là, je vais un peu sortir du cadre de nos études, parce que nous, justement, on a essayé de s'intéresser uniquement aux gens qui ont un mode de vie le plus courant, entre guillemets. Donc, on ne l'avait pas, par exemple, dans notre étude. On a préféré exclure de notre étude les personnes qui sont en travail posté, donc qui travaillent plutôt la nuit. Oui, voilà. Ou en 3-8. Voilà. Oui, voilà. Et sachant que justement, il y a eu des données qui montraient que l'exposition au travail nocturne, au travail posté, était un facteur qui augmenterait le risque de certains cancers, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate. Donc il y a eu des grands rapports d'expertise internationaux qui ont montré que les personnes justement qui travaillaient de nuit avaient des risques augmentés d'avoir des maladies chroniques. Donc malheureusement c'est le diabète notamment, le diabète, mais aussi certains cancers. Malheureusement c'est quelque chose qui existe. Nous avons besoin de ces métiers, mais maintenant pour être politiquement, entre guillemets, juste et correct, il faut bien évidemment prendre en compte ces facteurs dans les critères de pénibilité de ces métiers-là. Et après, pour revenir un peu sur l'alimentation, donc on sait que ce qui va causer l'augmentation du risque chez ces personnes-là, c'est justement cette perturbation du rythme circadien, parce que ces personnes sont complètement décalées. Mais est-ce qu'au final, c'est pas aussi parce qu'ils ont une alimentation décalée que le risque est augmenté ? Ça peut être une piste. Et ce qui est surtout intéressant, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de réduire l'impact délétère du travail posté en agissant sur l'alimentation ? Ça aussi, c'est un champ de recherche à part entière que la science va essayer d'investiguer au cours des prochaines années.
Alors, un autre de vos dadas, ce sont ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Alors, on en parle de plus en plus, sans savoir vraiment de quoi il s'agit finalement, que les aliments ultra transformés. Qu'est-ce qu'on appelle les AUT ? Alors, les aliments ultra transformés, AUT pour les intimes, c'est un concept qui est plutôt récent. On a commencé à en entendre parler au début des années 2010, on va dire, puisque avant, depuis les années 70-80, on s'intéressait à l'alimentation à travers l'axe plutôt profil nutritionnel, nutriments. Donc on s'intéressait au sucre, au gras, au sel, aux fibres. Mais aux alentours de 2009-2010, il y a une équipe de chercheurs au Brésil, à Sao Paulo, qui a proposé une classification qui s'appelle la classification NOVA, qui propose de s'intéresser non au profil nutritionnel de l'alimentation, mais plutôt au degré de transformation de celle-ci. Donc pas ce qu'il y a en termes de sucre, de gras, de sel, mais plutôt les étapes et le degré auquel un produit qu'on trouve dans le supermarché a été transformé pour qu'on puisse le retrouver dans cet état-là. Donc, alors l'échelle NOVA a quatre étages. Hein. C'est ça. Il y a 4 étages pour l'échelle NOVA qui va des aliments peu ou pas transformés, les ingrédients culinaires, les aliments transformés, et la classe qui nous intéresse, c'est les aliments ultra transformés. Donc dans cette classe-là, on va avoir... En fait, il y a pas consensus sur le fait de les appeler aliments ou pas. Il y a des gens qui les appellent carrément des produits ultra transformés, parce qu'il y a même des produits où on ne trouve pas de traces d'aliments. C'est que des formulations chimiques de sirop de glucose, sirop de maïs, amidon modifié, en gros, on va détruire complètement un grain de blé par exemple ou un grain de maïs, extraire le sucre, extraire la protéine, etc. Après, rassembler ces produits-là, puisque justement ça va coûter moins cher. Reconstituer en fait. C'est ça, reconstituer. Et après, pour donner du goût, parce que ce qu'on va avoir n'a aucun goût, aucune couleur, etc. On va rajouter des colorants, des additifs pour donner du goût, on va rajouter des exhausteurs de goût, des émulsifiants, des colorants, des texturants, justement pour avoir un aliment qui a un goût qui est plutôt attirant, et surtout avec un marketing plutôt très très forcé, avec des emballages très attirants, on va dire, qui vont faire que quand on voit ces produits-là, on va se dire waouh, il y a un tigre qui mange un bol de céréales et qui est en forme, il faut vraiment que j'essaye de faire ça aussi pour avoir l'énergie de ce tigre-là. Alors, l'exemple qu'on donne souvent, ce sont les nuggets de poulet. Oui, alors il y a plusieurs exemples qu'on peut citer. Je parle aux mamans qui nous écoutent, que ce sont des plats ou au papa, au papa, mais qui cuisinent, et ce sont des plats que les enfants adorent. Oui, en fait. oui. Ouais. Alors il y a des plats que les enfants adorent. Il y a justement des exemples. On peut citer. Vous avez parlé des nuggets. Certes, les nuggets. On peut imaginer que les nuggets soient des produits ultra transformés, mais bien évidemment... Les cordons bleus, par exemple. Oui, en fait, il faut juste qu'on essaie à faire le distinguo entre le nom d'un aliment ou d'un plat et l'origine, où est-ce qu'on a trouvé ce plat-là. Donc, par exemple, des nuggets, on peut très bien faire des nuggets à la maison, ou même, on peut même trouver des nuggets dans les supermarchés qui contiennent du poulet, de la panure, et c'est tout. Mais le problème, c'est que la majorité des nuggets qui se trouvent dans les supermarchés ne contiennent pas ce type d'ingrédients très simples qu'on retrouve dans nos cuisines, mais plutôt des additifs, des substances qu'on, justement, il faut ce qui doit nous faire tilt, c'est est-ce que dans la liste d'ingrédients, il y a des noms un peu barbares qu'on ne trouve pas dans nos cuisines. Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier un aliment ultra transformé. Donc pour revenir sur le cordon bleu, si le cordon bleu industriel qu'on achète par manque de temps, parce qu'on manque tous de temps et on n'est pas là à passer 2-3 heures en cuisine, donc ça nous arrive d'aller acheter un cordon bleu, et pourquoi pas. Mais voilà, donc dans le cordon bleu, il doit y avoir du poulet, du fromage, du jambon, de la panure, et c'est tout. S'il y a autre chose, s'il y a des choses dont on n'a jamais entendu parler, c'est que c'est un aliment ultra transformé. Donc aliment ultra transformé ne veut pas forcément dire aliment industriel. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, et qu'on peut le faire soi-même, et c'est très bien. D'autres produits qui sont emblématiques des aliments ultra transformés. Il y a les sodas, donc ça c'est quand même un exemple qu'on peut citer. Il y a la plupart des céréales du petit déjeuner, surtout celles marketées pour les enfants. On peut citer aussi
plein d'alternatives à la viande. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire sa consommation de viande, mais il y a plein d'alternatives à base de viande reconstituée. Marketé vegan. Marketé vegan, voilà. Marketé vegan. Ça, c'est un scandale. Et il y a même des études qui ont montré que les personnes végétariennes ou véganes consomment malheureusement plus de produits ultra transformés. Et c'est pas de leur faute. En plus, c'est bardé de sucre. Oui, voilà, mais c'est pas de leur faute, c'est la faute de l'offre alimentaire, justement, parce que, si vous voulez, les industriels profitent de ce halo, entre guillemets, santé autour de l'alimentation végétale, végane, etc., pour proposer des produits qui sont bourrés d'additifs, qui sont bourrés de protéines reconstituées, etc., alors qu'il y a plein d'alternatives très saines à l'alimentation animale. On peut citer le tofu. Le tofu, c'est un aliment qui est pas ultra transformé. Il y a bien évidemment tout ce qui est légumineuse, les pois chiches, etc. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un simili steak, je sais plus comment ils appellent ça, avec plein de protéines reconstituées ou autres pour avoir des protéines végétales. On peut avoir des protéines végétales très saines, on peut avoir un régime vegan, végétarien sain, même en évitant les aliments ultra transformés. Donc pour revenir sur les exemples, il y a aussi les barres chocolatées là, des grandes marques que je ne citerai pas. Il y a tous les biscuits, pareil, des grandes marques que je ne citerai pas. On a parlé des céréales du petit déjeuner, des glaces, pareil. Faut juste faire attention parce que ça veut pas forcément dire de la malbouffe, parce que je vais vous donner un exemple, les soupes déshydratées. Il y a peut-être dans l'esprit de certaines personnes qui vont se dire ce midi j'ai mangé une soupe. Voilà, vous savez les soupes en sachet qu'on mélange avec de l'eau, etc. Essayez je vous propose de regarder dans un rayon de supermarché les ingrédients de ces soupes déshydratées. Et là vous allez voir qu'il y a même des soupes où il n'y a même pas des traces de légumes dans ces soupes-là. C'est du glucose, c'est des amidons modifiés, c'est des traces de légumes si ça se trouve et quelques épices, etc. Et voilà. Mais voilà, il y a bien évidemment, on n'est pas obligé de passer 2 heures à faire une soupe à la maison. On peut, si on veut cuisiner, pourquoi pas, faut pas non plus culpabiliser les gens pour qu'ils fassent de la cuisine, mais sinon il y a des alternatives qu'on peut trouver au supermarché, des soupes en briques, etc. Et là, il suffit de regarder quand on regarde les ingrédients des soupes en briques, ça peut faire peur quand même. Il y a quand même des soupes en briques qui sont très très correctes. Ils ont fait beaucoup de progrès sous la pression. Oui, sous la pression. Ça aussi, parce que c'était bardé de sel. Oui, voilà. Ça aussi, il faut le dire, mais il y a quand même des soupes industrielles dans des briques qui sont très très correctes, avec des parts de légumes qui sont quand même très élevées, avec un peu de sel, un peu d'épices, et voilà. Donc il en faut peu pour faire une bonne soupe, et heureusement on commence à trouver à combien de pourcents de légumes? J'ai pas le chiffre en tête, mais il y a vraiment des soupes correctes dans le marché, hein. Enfin, après faut vraiment les chercher, il faut les guetter, mais et on revient un peu au conseil que j'avais donné tout à l'heure. Du moment où on trouve dans la liste d'ingrédients que des ingrédients qu'on connaît et qu'on risque de trouver chez soi, ce n'est pas un aliment ultra transformé. Du moment où on commence à tomber sur des noms barbares, là, petite prudence. Alors, je vous ai fait parler des aliments ultra transformés puisque vous avez mis en évidence un lien entre la consommation de ces aliments ultra transformés et les risques de maladies. Qu'est-ce que disent les enquêtes? Alors, on a travaillé aussi sur les données de la cohorte Nutrien Santé dont j'ai parlé au début de l'émission, et on a pu donc classer les aliments et les boissons que les participants de la cohorte consommaient avec la classification Nova. Et ce qu'on a observé dans Nutrinet, c'est que les personnes consommant une part importante de leur alimentation en ultra transformé avaient plus de risques de développer un cancer au global, un cancer du sein, des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et malheureusement à mourir plus tôt. Parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas été tout à fait prouvé. On n'avait pas prouvé le lien qu'il y avait entre la consommation d'aliments ultra transformés et les maladies. Et tout le monde se demandait finalement quel était l'impact sur la santé de la consommation de ces produits. C'est ça. Donc la classification Nova a vu le jour au début des années 2010. Nous, on a commencé à travailler dessus aux alentours de 2016-2017. Et en 2018, on a publié notre première étude sur le risque de cancer. Et c'était la première étude dans le monde justement qui s'intéressait au lien entre aliments ultra transformés et cancer. Et la 4e étude, je pense, dans le monde qui s'intéressait à tous les liens entre aliments ultra transformés et santé. Donc ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, on est en 2024. J'arrive plus à calculer, 6 ans plus tard, on est presque à 105 études dans le monde qui ont maintenant trouvé des liens entre aliments ultra transformés et maladies chroniques, en particulier le diabète, l'obésité et le surpoids, et même des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et certains cancers. Donc on commence à avoir pas mal de preuves scientifiques qui s'accumulent. Donc s'il y a 5-6 ans on disait attention, par principe de précaution il vaut mieux éviter ces produits, maintenant on a encore plus de preuves et
ça va dans le sens de dire il faut quand même que la limitation de ces produits rentre dans les politiques publiques et qu'on puisse donner aux gens un élément, un outil pour pouvoir les identifier et les limiter. Alors dis-moi à quelle heure tu manges, dis-moi ce que tu manges et dis-moi si tu manges des aliments ultra transformés. On en parle avec mon invité ce matin, le docteur Bernard Srour. Il faut savoir qu'en Europe et en Amérique du Nord, de 30 à 60% de l'apport calorique quotidien viendrait des aliments ultra transformés, donc c'est énorme. Oui, on est aux alentours de 33% en France, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire 33% de nos calories journalières proviennent des aliments ultra transformés. Mais si on s'intéresse aux États-Unis, et même si on ne va pas aussi loin, si on va au Royaume-Uni, il y a 58% de leurs calories journalières qui proviennent de ces aliments-là. Donc ouais. C'est un problème. Et encore, on n'a pas encore abordé la question des additifs alimentaires, des émulsifiants et de toutes ces cochonneries sur l'impact de la santé. Est-ce que ça a été, précisément étudié, par exemple, l'impact justement des additifs ? Alors, justement, quand on parle d'aliments ultra transformés, pour les clés, pour pouvoir les identifier, il y a justement cette question d'additifs alimentaires. Donc, les additifs alimentaires sont des composés des aliments ultra transformés et sont en plus l'une des hypothèses, l'une des pistes qui pourrait expliquer pourquoi ces aliments augmenteraient le risque de maladies chroniques. Donc il y a plusieurs pistes pour ces additifs. Il y a quelques émulsifiants, il y a des édulcorants, il y a des colorants. Mais vous allez me dire si c'est des cochonneries ou si c'est pourquoi des c'est pas interdit ? Voilà, ouais. Pourquoi c'est pas interdit ? Alors il y a bien évidemment des agences sanitaires dont le rôle est de surveiller la toxicité de ces produits-là. Ces agences sanitaires, justement, se basent sur la littérature scientifique existante pour déterminer un seuil à ne pas dépasser en disant, au vu des études toxicologiques... C'est la dose qui fait le poison. Oui, ce qui n'est pas forcément faux, mais en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, justement, c'est des expertises qui se basent sur la littérature scientifique existante. Donc, s'il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent que ces substances sont toxiques, on va considérer qu'elles ne le sont pas. Et justement, comme c'est des substances dont il est très difficile d'évaluer l'impact sur la santé, parce que dans les enquêtes nutritionnelles dans le monde, on va demander aux gens, dans ces fameux questionnaires, les gens vont nous dire on a mangé un biscuit au chocolat. Bon, un biscuit au chocolat, si vous regardez dans le marché ce qu'il y a comme biscuit au chocolat, il y a pléthore de marques de biscuits au chocolat qui peuvent aller de 0 additif jusqu'à 13 additifs, 14 additifs même dans une barre de biscuits au chocolat, ce qui est quand même énorme. Mais du coup, si on n'a pas l'information sur la marque du produit consommé, on va avoir du mal à évaluer le niveau auquel on est exposé à ces additifs. Pour revenir à notre cohorte Nutrinet, on a une énorme chance d'avoir non seulement ce que les gens ont consommé, mais avoir aussi du détail sur les marques des produits qui ont été consommés. Donc ça va nous permettre, grâce à un partenariat avec une application qui s'appelle Open Food Facts, qui est une application non payante, non financée par la publicité, donc je ne fais pas de pub ici, qui marche grâce à la force de la collectivité. Nous avons pu donc savoir dans chaque marque consommée par les participants quels additifs existent dans ce produit. Après, nous avons réalisé même des dosages sur certains produits et on a réussi quand même à quantifier pour chaque participant à quel point ce participant est exposé à tel ou tel additif et nous avons relié ça avec des données de santé. Ce qui a été très très rarement ou même quasi jamais fait ailleurs dans le monde. Et donc avec ce qu'on va apporter là, avec nos études sur les additifs, ça va permettre de nourrir de prochaines expertises de ces agences sanitaires qui évaluent ou qui réévaluent les additifs alimentaires, et ça va peut-être permettre de revoir certains seuils ou même carrément d'interdire, on l'espère, les additifs qui auraient des effets néfastes pour la santé. Donc on a étudié pour le moment le rôle Après on attend les lobbies. Voilà, donc Après, on attend les lobbies qui, en général, font passer ça en soum-soum à l'Assemblée. C'est pas très facile, surtout que, malheureusement, le secteur agroalimentaire, les grandes industries agroalimentaires, big food, comme on dit dans le jargon, c'est vraiment beaucoup d'argent dédié au marketing, dédié au lobbyisme aussi derrière. Donc, c'est des discussions qui se font au niveau national, mais aussi au niveau européen, avec énormément de lobbies sur les politiques publiques pour essayer un peu de passer les intérêts économiques avant les intérêts du consommateur et avant la santé du consommateur. Mais malheureusement, avec les preuves scientifiques qui s'accumulent et surtout la mobilisation des consommateurs qui commencent au final à se rendre compte que c'est très important, on espère qu'on va pouvoir changer les choses. Il y a une conscientisation d'une certaine partie de l'opinion.
mais ça n'empêche pas le Nutella de se vendre. Ça n'empêche pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, plus on en parle, plus les gens sont informés, mais le Nutella continue de se vendre. Oui. Et très bien. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est un paradoxe, mais. En fait, c'est pas forcément un paradoxe parce que. Enfin, je prends le Nutella ou alors même les céréales du matin qui ne devraient pas s'appeler céréales. Il y a plusieurs axes d'action, si vous voulez. Donc, il y a bien évidemment ce que le consommateur peut faire, parce que le consommateur peut être acteur de ce qu'il consomme, parce qu'au final, il a ou elle a le dernier mot quand ils font leurs courses. Mais on ne peut pas rejeter toute la faute sur le consommateur, parce que justement, si on est dans un environnement qu'on appelle un environnement obésogène, donc si on est bombardé de ces produits-là, que ce soit côté publicité, ou quand on va dans un supermarché, ces produits-là coûteraient moins cher que d'acheter des produits frais, etc. Bien évidemment, on va être tenté de les acheter. S'il y a de la pub partout, si nos enfants sont exposés à de la pub toute la journée sur ces produits-là, ça va forcément influencer nos consommations. Donc, il y a plusieurs côté pour agir au niveau du consommateur qui peut se responsabiliser davantage, même si c'est pas le seul acteur. Il y a aussi les politiques publiques, donc réguler la publicité, reformuler les industriels, ça c'est très important. Plus on comprend des choses scientifiquement, les industriels doivent jouer le jeu, doivent reformuler, doivent proposer des produits plus sains et des produits quand même abordables pour le portefeuille d'un Français moyen. On peut pas se permettre de payer cher pour avoir une alimentation saine, ça c'est fou quand même. Donc il y a bien évidemment la question du coût de l'alimentation qui doit être revu. Il y a aussi le côté de la taxation. Est-ce qu'on envisagerait d'augmenter le prix, de taxer ces produits-là Ça a été envisagé sur les sodas, notamment la fameuse taxe soda. Oui, voilà. J'ai pas les chiffres en tête sur le recul des ventes depuis la mise en place de cette taxe, et aussi l'évolution justement de cette taxe qui doit être proportionnelle avec la teneur de sucre qu'il y a dans ces produits. Mais si on revient à d'autres exemples, par exemple l'exemple de l'alcool qui est très mal taxé en France, justement parce qu'il y a une grande lobby. Oui, on en revient au lobby. Voilà, ouais. Il y a un énorme lobby en France et en Europe. L'alcool est très très faiblement taxé. Et c'est une substance cancérigène, l'alcool, on peut le dire. Alors justement, si on travaille sur la taxation de l'alcool, comme ce qu'on fait pour le tabac ou autre, on peut même agir sur la réduction de la consommation de ces substances. Vous êtes un des experts qui étudie les liens entre l'alimentation et le cancer. Il faut savoir que 40% des cancers pourraient être évités. Est-ce que ça veut dire que si j'ai une alimentation riche en fruits et légumes, ça me protège du cancer ? Oui, alors... Oui, et... Alors moi, j'ai vu un... oui. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que quand on parle de risque, donc il faut pas se dire... parce qu'on peut très vite plonger dans des discours très culpabilisateurs, surtout au niveau d'un patient qui a un cancer, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. J'ai toujours bien mangé, etc. Je comprends pas pourquoi j'ai un cancer. Et vous comprenez que c'est un fardeau insupportable pour un patient qui a eu un cancer, qui s'est dit, c'est à cause de moi que j'ai eu ce cancer. Donc, commençons par un peu rappeler ce chiffre-là que vous avez très bien cité. Donc 40% des cancers peuvent être évités avec des facteurs de mode de vie, avec des facteurs évitables à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective et politique. Mais bien évidemment, il y a aussi une part des cancers qui est génétique, sur laquelle on ne peut pas forcément agir. Il y a aussi des facteurs autres qui peuvent faire en sorte qu'on ait plus ou moins un risque d'avoir un cancer. Et un risque, c'est pas j'ai un cancer ou j'ai pas un cancer. Un risque, c'est la probabilité dans ma vie d'avoir un cancer. Donc en ayant une alimentation plutôt riche en fruits et légumes, riche en fibres, riche en céréales complètes, avec une diminution de la consommation de charcuterie et de viande rouge, on réduit le plus possible la consommation d'alcool, la consommation d'aliments ultra transformés, on arrive quand même à nous protéger, donc à diminuer le risque d'avoir un cancer. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher complètement le risque d'apparition d'un cancer. Alors c'est la consommation de charcuterie ou de viande rouge ? C'est un peu les deux. Donc il y a des mécanismes, il y a même des expertises internationales de plusieurs agences internationales, le Centre international de recherche sur le cancer, le Fonds mondial de recherche sur le cancer, qui ont montré justement qu'il y a des liens entre la consommation de charcuterie, de viande rouge et le cancer colorectal, avec des niveaux de preuve encore plus élevés pour la charcuterie. Donc il y a dans la charcuterie surtout les nitrites par exemple, qui peuvent être l'un des facteurs qui expliquerait pourquoi ces produits-là augmentent le risque, mais il y a bien d'autres facteurs. Il y a le gras qui est dans la charcuterie, avec le fer qui existe dans la viande rouge aussi, qui s'appelle le fer héminique, et ce fer-là va, quand on va l'assimiler,
donner lieu à des produits qui, eux, peuvent augmenter le risque de cancer à travers la sécrétion de Là, on a des études. Est-ce que ça veut dire que la viande blanche est moins à risque ? Oui, alors si on compare la viande blanche à la viande rouge, bien évidemment, c'est mieux de privilégier la viande blanche, de consommer des poissons, par exemple, 2 fois par semaine, comme le conseille le Programme national nutrition santé. Donc, tout ce qu'on fait, bien évidemment, pour réduire sa consommation de charcuterie et de viande rouge est bon à prendre. Mais on est dans un contexte quand même climatique où il faut quand même faire attention au côté plutôt durable de l'alimentation. Il y a des super alternatives pour la viande rouge et la viande blanche, d'ailleurs, qu'on peut avoir avec une alimentation végétale. Et c'est les fameuses légumineuses, donc les légumes secs comme les pois chiches, les lentilles, etc., qui contiennent des protéines. Il y a le tofu qui contient aussi des protéines, mais on peut aussi consommer des poissons 2 fois par semaine, de la viande blanche si on le souhaite, des œufs, etc. Il y a des moyens pour limiter la consommation de protéines animales. Mais est-ce que ça a un sens de parler d'alimentation anti-cancer qui protégerait du cancer ou pas du tout? Alors, protégerait, oui. Donc, si on parle de cette histoire de risque que j'avais dit, donc ça diminue un risque, ça ne veut pas dire que ça l'empêche, mais dans le mot anti-cancer, il y a le mot anti. Et c'est quand même quelque chose que j'aime pas forcément, parce que quand on dit anti, c'est que ça va l'arrêter. Et il n'y a pas d'aliment qui arrête le cancer, il n'y a pas d'aliment miracle, et il n'y a pas non plus un aliment qui donne le cancer. Oui, mais est-ce qu'il y a des aliments protecteurs? Voilà, par exemple, aujourd'hui, on dit manger des brocolis, manger des choux. Voilà. Vous voyez, bon. Alors, il y a des aliments protecteurs, donc c'est justement en suivant les recommandations nutritionnelles de la santé au global qui ont été faites justement pour prendre en compte plusieurs maladies, dont le cancer. Donc, comme manger des fruits et légumes, dont font partie les brocolis, je pense plus à d'autres fruits et d'autres légumes, les courgettes, les pommes, etc. Il y a aussi réduire sa consommation de viande rouge et de charcuterie, de produits laitiers par jour, faire de l'activité physique, donc si vous voulez, c'est un mode de vie entier, et aussi les céréales complètes, donc si on mange des pâtes, essayez un peu de manger des pâtes complètes ou semi-complètes pour avoir plus de fibres, manger justement des légumineuses, donc c'est un peu toute cette alimentation-là globalement, qui va réduire le risque de cancer, mais il n'y a pas un seul aliment qui nous protège. Donc, on entend dire des choses sur le curcuma ou le citron congelé. Il n'y a pas d'aliment miracle. Le curcuma, c'est pas miracle? Non, ce n'est pas miracle. En fait, dans le curcuma, il y a une substance... Là, vous allez avoir des tonnes de commentaires. Oui, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais il ne faut pas s'attendre à ce que si on mange du curcuma, on va ne jamais avoir un cancer. Alors, il y a des études qui ont montré que la substance active du curcuma, qui s'appelle la curcumine, pourrait stopper le développement de tumeurs. Après, si on revient un peu aux détails de ces études-là qui ont été publiées, on voit justement que il s'agit de doses qu'on peut jamais atteindre avec des consommations de curcumine. Parce que justement, de curcuma, parce que ce principe actif, il est très mal absorbé. Donc on n'arrivera jamais à absorber, à avoir des concentrations dans le sang suffisantes pour avoir cet effet anti-cancer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. On peut bien évidemment, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, avoir recours au curcuma pour épicer nos plats, etc. Et ce qui est important, c'est qu'on peut y avoir recours pour limiter notre consommation de sel. Parce que on peut utiliser du curcuma, du poivre, etc. pour limiter, pour aromatiser nos plats, pour réduire notre consommation de sel. Et c'est pareil pour on entend des choses sur le citron congelé, sur Qu'est-ce qu'il y a sur le citron congelé? J'ai vu des études sur le fait de congeler un citron et voilà, on a un aliment anti-cancer. Bon, je n'ai jamais compris. Il y a eu des études là-dessus. Mais justement, ça va être aussi des études dans ce type-là qui vont dire congeler le citron va augmenter la concentration d'un tel composé qui a un antioxydant qui va machin. D'accord. Alors, je voudrais juste qu'on termine rapidement un mot sur les produits laitiers. Il n'y a pas consensus sur les produits laitiers. Il y a vraiment 2 écoles. Alors, si on s'intéresse au cancer, donc on sait qu'il y a quand même un niveau de preuve qui est assez solide pour pouvoir dire que les produits laitiers, à la hauteur de 2 produits laitiers par jour, peuvent nous protéger contre le cancer du côlon rectum, donc de l'intestin. Mais il y a aussi des suspicions d'augmentation de risque de certains cancers, comme le cancer de la prostate chez les hommes, avec des concentrations très élevées des produits laitiers. Donc, bien évidemment, avec 2 produits laitiers par jour, on arrive quand même à avoir cet effet protecteur en ayant les teneurs nécessaires en calcium, etc. Mais bien évidemment, il ne faut pas en consommer beaucoup trop parce que justement il y a ces fameuses études sur le cancer de la prostate et sur d'autres pathologies aussi qui peuvent être affectées. Bernard Srour, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net, allez sur le site de Beurre FM et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Très belle journée santé sur Beurre FM.